d'un point de vue légal, au moment où ils commettent leur crime, ils savent différencier le bien du mal. Mais ce sont ce qu'on appelle des sociopathes, des psychopathes, des gens donc, qui n'ont pas d'affect, qui n'ont pas de sentiments, qui chosifient et dépersonnalisent totalement leurs victimes et qui ont une absence totale de remords et de conscience. Donc moi, quand je les rencontre, mon but, c'est de devenir, entre guillemets, leur ami, leur confident pour qu'ils m'avouent leurs crimes. Ça ne réussit pas toujours. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, j'ai voulu montrer des extraits avec Schaeffer, parce que, a priori, c'est un entretien qui est un échec. Mais en même temps, comme il était extrêmement arrogant, imbu de lui-même, et qui prétendait connaître à merveille les tueurs en série, de par ses conversations avec ses voisins de cellule, c'était dans le couloir de la mort de l'État de Floride où ont lieu toutes les exécutions. C'est la prison de Stark où j'ai dû aller, disons, une bonne vingtaine de fois depuis le début des années 1980. Alors Schaeffer, c'est un cas particulier. Alors, rapidement, pour le décrire, dans un de vos bouquins, Mes conversations avec les tueurs, vous faites un petit descriptif, enfin, quand je dis petit, un descriptif de ces perversions. Alors, je ne vais pas les détailler, mais alors, c'est sadisme, bondage, fétichisme, urophilie, scatophilie, météorophilie. Alors, bon, il y a des termes, on ne comprend pas tout, vous nous expliquerez. Auto-érotisme, travestisme, pornographie, zoophilie, nécrophilie. C'est ce qu'on fait de pire, j'imagine. Il ne doit pas avoir, beaucoup d'autres perversions. On imagine mal. Je dirais que lui collectionnait toutes les paraphilies ou toutes les perversions possibles et même non imaginables. Inimaginables. Oui, il y en a certaines que je n'ai pas indiquées, dont je possède les documents, puisque comme il a été assassiné en prison, en 1995, le dossier est maintenant clos depuis un certain nombre d'années et j'ai récupéré auprès des autorités l'ensemble du dossier criminel, y compris toutes les photos prises par Schaeffer lui-même sur ces scènes de crime ou d'autres photos où, par exemple, il est revêtu des sous-vêtements souillés de ses victimes, il se suspend par des menottes à des branches d'arbres, et il se photographie avec un retardateur. Tous ses écrits aussi, parce qu'il a soi-disant écrit des textes de fiction, mais qui en fait reflètent totalement l'ensemble de ses crimes. Et c'est aussi un tueur très particulier pour moi, parce que de toutes mes rencontres depuis 1979, donc j'ai vraiment des milliers et des milliers d'heures d'entretien. C'est le seul qui m'est totalement terrorisé, depuis le début jusqu'à la fin. Dès l'instant où je me suis retrouvé face à lui, alors que vous voyez au début, il est charmant et souriant, il se prétend victime de machination, j'ai eu la chair de poule, ma colonne vertébrale qui s'est bloquée. Et à la fin de la première journée d'entretien, j'ai demandé à mon caméraman qui s'appelle Olivier Raffet, ce qu'il avait ressenti, puisque évidemment pendant l'entretien, vous ne pouvez pas trop communiquer avec votre caméraman ou vos caméramans. Donc moi je mettais toujours au point un code gestuel avec mes caméramans. Donc par exemple à un moment donné, vous voyez un gros plan des yeux, de la bouche quand il se pourlèche les babines. Je crois qu'à ce moment-là, si je me souviens bien, j'écartais les doigts comme ça sur la table et Olivier savait qu'il fallait zoomer et faire un gros plan parce que la communication aussi non verbale est extrêmement intéressante dans ces cas particuliers. Et je lui pose la question au sortir de la prison. Je crois qu'on avait fait ce jour-là 8 ou 9 heures consécutives avec Schaeffer. Et il me dit avoir ressenti exactement la même chose, c'est-à-dire une sorte de viol psychique, une aura maléfique. J'avais vraiment l'impression de me retrouver dans un roman de Stephen King avec le mal avec un M majuscule. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti
ni avant, ni après, avec aucun autre tueur en série. Et j'avoue que quand j'ai appris qu'il avait été assassiné en prison, même si je suis totalement opposé à la peine de mort par principe, j'avoue que j'ai été soulagé d'apprendre le décès de Gérard Scheffer. Et pendant toutes les journées d'entretien, ça a été pareil. Et c'est un tueur qui, depuis, me hante. Et j'ai même du mal à revoir maintenant encore les images. Alors que pourtant, les images créent une certaine forme de distance. Vous n'êtes pas face à face avec cet individu. À tel point que pour un tournage que j'ai fait pour M6 il y a 3-4 ans, où j'étais en Floride, c'était un documentaire qui s'appelait Profiler, la traque du mensonge. Je suis retourné sur toutes les scènes de crime de Gérard Scheffer. J'ai visité toutes les maisons, les habitations où il a vécu. J'ai rencontré sa sœur, j'ai rencontré son ex-petite amie quand il avait 16 ans et j'ai rencontré son supérieur qui est toujours shérif en Floride parce que je veux en quelque sorte me le sortir de la peau. Et j'ai commencé il y a 2 ans un livre sur lui que j'ai dû interrompre à cause de nombreux autres projets, notamment audiovisuels et tournées de conférences, mais que je vais reprendre dès que je termine mon livre actuel. Et je pense que d'ici 6 mois, 1 an, je vais faire un livre sur Gérard Scheffer, sur lequel j'ai déjà fait aussi un documentaire pour la case infrarouge de France 2, qui a été diffusé, je crois, il y a 3-4 ans. Donc Scheffer, c'est un type que vous avez interrogé en 1979. Vous venez... Ah, non. Je l'ai interrogé en 1989. En 89. Et en 1991. D'accord. Donc, et depuis ce type-là vous hante? Oui, tout à fait. D'accord. On s'aperçoit qu'il est profondément malsain. Et pour en revenir à cette interview, vous connaissiez en quelque sorte son palmarès avant d'avoir l'idée de l'interroger. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'interroger? C'est un de plus ou il y avait une raison particulière? Moi, avant d'interroger ces tueurs en série, je connais tous les dossiers, parce que je me suis créé un réseau personnel de milliers de policiers à travers le monde, parce que j'anime au quotidien, par exemple, un site internet qui s'appelle au3iemeoeil.com, qui n'est pas actualisé ces jours-ci à cause de mes nombreux déplacements, mais qui est actualisé au quotidien, où il y a déjà 43 000 articles en ligne. Et ce site reçoit, d'après Netstat, à peu près entre 9 et 15 000 visiteurs différents tous les jours. J'y poste en moyenne à peu près 10 articles quotidiennement. Il y a 9 000 membres qui sont inscrits, qui peuvent poster des commentaires. Attention, ce n'est pas un forum. Donc, parce que vu la nature des sujets qui sont traités, quand il y a des commentaires racistes, appels à la peine de mort, genre les pédophiles, il faut les pendre par les couilles, vous doutez bien que ça n'apporte rien au débat et que ce genre de commentaire va directement à la poubelle. Donc ce n'est pas un forum. Chaque commentaire est validé par mes soins ou mis à la poubelle. Donc je me suis créé un réseau très très important personnel de policiers, de psychologues, de victimes survivantes, de proches de victimes à travers le monde, parce que certains de mes bouquins, notamment Serial Killer, enquête mondiale sur les tueurs en série, qui a été publié chez Grasset pour la première fois en 91, mais que j'ai réécrit déjà à 3 reprises, et qui fait dans la dernière édition 900 pages, a été traduit maintenant dans 17 langues. Et dans tous mes ouvrages, je mets mon adresse internet et je mets aussi l'adresse de mon site. Donc je suis très souvent contacté spontanément, comme ça, par des policiers à travers le monde. Et puis je suis sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Donc je suis très présent sur les réseaux sociaux. Donc vous voulez dire qu'en fait, l'interview de Scheffer, on vous l'a demandé? On vous a demandé? Non, l'interview de Scheffer, à l'époque, son cas m'avait été présenté par un policier que je connaissais. Il faut savoir aussi que
ces entretiens, ces tueurs, je les choisis en fonction de l'intérêt que je peux y trouver, en fonction aussi des demandes d'un certain nombre de policiers qui n'ont pas réussi si vous voulez, à créer un contact, un lien avec ce tueur. Donc ils me demandent, hors procédure, de pouvoir essayer de faire quelque chose, d'essayer de pouvoir faire avouer le tueur ou de clore un certain nombre de dossiers. Mais tout ça est hors procédure. Parce que évidemment. Là, dans ce cas particulier, vous dites c'est un échec, cette interview, mais on a le sentiment qu'il avoue ces crimes finalement. En quelque sorte, entre les lignes, oui. Parce que du coup, comme je voyais que je n'arrivais pas à le bouger et que je savais que je n'arriverais pas à le bouger, j'ai volontairement joué au naïf venant de France, rencontrant le grand maître et le grand expert des tueurs en série, et je lui ai posé à partir de ce moment-là que des questions faisant référence à des voisins de cellule, à d'autres tueurs en série qu'il connaissait, mais à chaque fois en posant des questions par rapport à des rituels, à des modes opératoires que lui-même utilisait. Mais en posant ces questions par rapport à Gérald Stano, Ted Bundy et d'autres tueurs en série qu'il fréquentait dans ce pénitencier. Donc à partir de là, il y a même un moment, mais qui n'est pas dans ce montage, c'était un peu compliqué à monter dans un laps de temps très court. En fait, il croit me parler des crimes de Ted Bundy, mais on voit que son regard se porte vers le haut, évoque des souvenirs personnels, il ne s'en rend pas compte. Vous avez vu comme sa voix change d'intensité, son physique devient beaucoup plus intense à la fin là, du montage. Et à ce moment-là, il ne s'en rend pas compte. En parlant de ces deux victimes de Ted Bundy, en fait, il prononce les prénoms et les noms de ses propres victimes. Et là, il est totalement happé par ses souvenirs et il ne s'en rend absolument pas compte. Faut comprendre aussi que ces demandes d'entretien s'effectuent, là quand on parle des États-Unis, dans des États où on a la possibilité de mener ces entretiens. Parce que par exemple, Ed Kemper, je l'ai interrogé en Californie, et la Californie maintenant refuse toute présence de caméras pour les meurtriers et les tueurs en série, parce que comme vous avez été sans doute nombreux à le remarquer, toutes les chaînes de télévision, que ce soit satellite, câble ou autre, hertzienne ou TNT, ont au moins une ou plusieurs émissions sur les faits divers. C'est vrai que ça marche extrêmement fort. Et c'est partout comme ça dans le monde. Aussi bien en Italie, en Espagne, en Ukraine, en Corée, en Argentine, partout dans le monde. Il y a une fascination pour le sujet. Il y a une certaine fascination. Moi, je ne suis absolument pas fasciné par ce genre d'individu. Je suis passionné maintenant par ce que je fais, au-delà de ce qui m'est arrivé au départ, mais c'est quelque chose qui me passionne et qui va continuer à me passionner pendant longtemps. Mais du coup, un certain nombre de pays ou d'États américains refusent maintenant la présence de caméras parce que ça mobiliserait en permanence des gardiens pour s'occuper des équipes techniques qui viendraient dans les pénitenciers. Donc paradoxalement, maintenant, je mets beaucoup plus de temps à obtenir les autorisations que par le passé, alors que pourtant j'ai un réseau qui est beaucoup plus important, que je suis présenté par des amis du FBI et autres dans les différents pays, parce que ces pays, les administrations pénitentiaires ou les prisons sont submergées de demandes. Paradoxalement, autrefois, quand j'ai démarré, je devais être à peu près le seul à faire ça. Et du coup, j'obtenais les autorisations beaucoup plus rapidement.
Parce qu'il y a un certain nombre de pays, par exemple l'Angleterre, vous n'avez pas le droit de filmer des meurtriers. L'Allemagne, vous avez le droit. La France, vous n'avez pas le droit. Moi, j'en ai filmé 8 tueurs en série, probablement parmi les plus connus. Mais par contre, je me suis engagé auprès de l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice de ne jamais communiquer les noms en public des tueurs que j'ai pu filmer et interroger. Vous parlez en France, là? Oui, en France. Okay. J'ai pu le faire, mais ces entretiens ne servaient qu'à mes formations auprès de la gendarmerie nationale. Puisque pendant près de 15 ans, j'ai donné des cours au Centre national de formation de police judiciaire de l'école de la gendarmerie nationale, donc pas pour des nouveaux gendarmes, mais pour des directeurs d'enquête qui avaient quelquefois jusqu'à 10 ou 15 ans d'ancienneté. Donc j'ai pu filmer des entretiens avec des tueurs en série français, mais je n'ai pas le droit de montrer ces images, je n'ai pas le droit de les évoquer, ces entretiens, dans mes livres, et je ne peux même pas pas nous dire à nous... non, si vous dire lesquels. Vous étiez à la centrale NCSIM déjà, non? Oui, j'y suis allé. D'accord. Oui. Donc il y a quelques noms qu'on peut imaginer. Oui, Émile peut-être. Louis, Francis Holm... mais vous ne pouvez pas le dire. Non, non, non. D'accord. Mais on peut imaginer. Pour en finir avec En tout cas, c'est pas ces deux-là. D'accord. Donc, il y en a d'autres. Je vais les retrouver. Il y en a 2 autres qui sont connus. Ça me reviendra. C'est pas un tueur en série. Pour en finir avec le documentaire, enfin pour en continuer avec le documentaire, parce qu'il est très intéressant, Ed Kemper. Donc quand vous arrivez face à cette montagne physique, j'imagine il doit aussi avoir une certaine... peut-être une appréhension. Mais en tout cas, ce qui est marquant chez lui, c'est sa manière de raconter comment il a tué et sauvé même épargné 2 autres jeunes filles, avec un calme, comme il nous raconterait ses vacances au sport d'hiver. Ah bah ça, c'est un Sauf quand il parle de sa mère. Oui. Là, on sent qu'il avait un problème avec sa mère, hein, manifestement. Oui, enfin, oui. C'est pas le seul, mais on n'est pas obligé de la tuer non plus. Et d'ailleurs, parce que vous avez vu qu'il a une certaine forme de diarrhée verbale, qui ne supporte pas à un moment quand je parle du marteau, que je l'interrompe et tout. Et quand il commençait à trop m'agacer, parce qu'il partait dans des tas de digressions, par exemple, il peut, lorsqu'il vous raconte un meurtre, rester 30 heures à vous parler de ce meurtre. Il va vous raconter la couleur de l'herbe, il va vous raconter l'interaction, les moindres faits et gestes de la victime, mimer tout ce qui s'est passé, vous raconter tout le cheminement en véhicule. Ça vous montre que 20 ans après les crimes, le souvenir de ces crimes est resté totalement intact dans sa tête. Mais, alors comme je m'étais rendu compte qu'il ne supportait pas que je lui pose des questions sur sa mère, et qui m'arrivait quelquefois de faire 10 jours consécutifs avec lui, puisque j'ai entre 400 et 500 heures d'entretien avec lui. J'avais demandé aux enquêteurs de me donner toutes les photos de scènes de crime de sa mère. Et donc, quand il m'énervait trop, je jetais les photos des scènes de crime et je lui mettais sous le nez. Et du coup, il était complètement déstabilisé et ça me permettait de reprendre le dessus. Parce que les scènes de... Enfin, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'il en a fait de sa mère, il a quand même découpé en petits morceaux. Hein. Non, il a décapité, il a arraché le larynx à main nue, qu'il a jeté dans le broyeur du vide-ordures, puisqu'il ne supportait pas la voix de sa mère. Et il a posé la tête coupée sur un manteau de cheminée, et il s'en est servi toute une nuit comme cible d'un jeu de fléchettes. Voilà, entre autres. Hein. Je vous épargne le reste des détails. Ça, c'est les détails les plus soft. Hein. Oui, non mais... donc même avec les détails les plus soft, on vous imagine en train de lui balancer les photos. Enfin, c'est une espèce de jeu entre vous. C'est pas un jeu, hein, puisque c'est extrêmement sérieux. Non mais c'est très sérieux, mais en même temps, il vous agace, vous avez votre manière de répondre. Ah oui, moi je suis quand même là pour tirer des informations, et moi j'utilise, comme ils sont extrêmement menteurs et manipulateurs, ce sont des psychopathes, hein, donc moi, à mon tour, je vais essayer de les manipuler.
Généralement, j'y arrive plutôt assez bien, oui. Lui, les premiers jours d'entretien, les 2 premiers, je vais vous raconter une anecdote un peu plus légère. Maintenant, j'en souris, mais à l'époque, j'en souriais pas trop. Donc, c'est 2,15 m, 160 kg. Moi, je fais 1,80 m. On était séparés, je ne sais pas si on le voit, par une table, mais qui était pas très large. Et lorsque je lui posais des questions qui ne lui plaisaient pas, en fait, il se penchait par-dessus la table. Il posait doucement son nez contre le mien, il appuyait son nez contre le mien et il me disait de sa voix la plus caverneuse, comme lorsqu'il parle de sa mère, vous avez remarqué son ton de voix, tu peux me répéter la question? Voilà, donc ça jetait un froid et j'essayais de pas trop le montrer. Et bon, au bout d'une semaine, il m'a dit qu'il faisait ça pour s'amuser et que je n'avais rien à craindre, mais... On peut s'interroger quand même sur la sécurité dans cette pièce, parce que la plupart du temps, sauf quand je suis accompagné d'un caméraman, je suis seul à seul, hein. Sauf dans les couloirs de la mort du Texas où vous ne pouvez pas communiquer directement avec les tueurs, hein. Non, parce que vous disiez qu'il avait inspiré Hannibal Lecter. Et on se rappelle bien dans le film qu'Hannibal Lecter... Oui, mais ça, c'est... L'agent... Clarice Starling. Starling, voilà. Et bon, d'accord. Il y a une grille, enfin... Enfin, une paroi vitrée. Il y a une paroi vitrée, voilà. Donc, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Sans en arriver là, quand même, vous êtes j'ai toujours nez à nez avec oui, les oui, j'ai toujours un contact direct avec eux. Et mis à part sur les 77, il y en a dû avoir 3 qui étaient menottés et 3 que j'ai vus dans les couloirs de la mort du Texas où là c'est obligatoire, vous communiquez que par une paroi vitrée avec un téléphone. Mais sinon le contact est totalement direct, il n'y a pas de gardien. Quelquefois certains entretiens se passent mal. Dans mes conversations avec les tueurs, mon bouquin, je raconte notamment un entretien qui doit dater de 2009 à Sing Sing, où j'ai énervé le tueur, et puis comme j'arrivais pas à le bouger, j'ai volontairement mis en colère, et il a bondi par-dessus la table pour tenter de m'étrangler, de me frapper. Ça m'est arrivé quelques fois, oui, pour certains entretiens. Mais généralement, ça se passe plutôt bien, quoi. Oui, enfin, vous êtes quand même avec ce qu'il y a de pire en prison, donc... Je ne porte pas de jugement sur eux, hein, bien évidemment, pendant l'entretien, parce que si je porte un jugement sur eux, si je dis dès le départ, tu es un salopard, tu mérites la peine de mort, vous vous doutez bien que l'interrogatoire va se terminer immédiatement. Donc, je suis en permanence, je dirais, un peu sous pression. Je prépare l'entretien dans ma tête, j'ai quelquefois des fiches, mais qui servent juste des pense-bêtes à me rassurer, mais que je n'utilise pas, parce que l'entretien, je le mène totalement à l'intuition, hein. Mais je suis totalement focalisé sur la personne qui est face à moi. Donc, en fait, la portée de ces paroles ne me touche absolument pas pendant l'entretien. Ils peuvent me raconter les pires horreurs, ça ne me touche pas du tout. Est-ce que c'est après que vous réalisez... Parce que je fais un travail, je suis concentré dans l'entretien, donc j'analyse en permanence le vocabulaire. Si par exemple je vois que quand j'utilise le mot meurtre ou assassinat, ça ne se passe pas très bien, je vais un peu rétro-pédaler et utiliser le mot acte, par exemple. Je vais aussi étudier sa gestuelle, voir comment il se comporte avec ses mains, avec son regard, etc. Et puis pendant qu'il me répond, j'essaye aussi d'analyser sa réponse et d'imaginer quelle va être ma question suivante, parce qu'il ne faut absolument pas que je ferme la porte de communication. Ça, c'est ma plus grande crainte. Mais certains sont extrêmement manipulateurs et mentent très très bien. J'ai souvenir, par exemple, je ne vous dirai pas le nom du tueur, puisque c'est un tueur en série français, qui a assassiné 7 femmes.
On était séparés par une petite table. Il y avait une caméra qui nous prenait de profil et une autre que j'avais fait placer de l'autre côté de la pièce en contre-plongée. La caméra était comme ça, au ras du sol, mais nous filmait de loin. Et en regardant les rushs au bout de la première journée d'entretien, je me suis rendu compte d'une chose. Je savais à certains moments donnés qu'ils me mentaient, puisque je connaissais les pièces du dossier, j'avais vu les scènes de crime, donc je savais que c'était un mensonge à tel ou tel moment. Mais à d'autres, j'étais incapable de dire s'il me mentait ou pas, tellement il était bien, je veux dire bien dans sa façon d'articuler, de mentir, etc. Mais lorsque j'ai examiné les rushs, je me suis rendu compte, il portait des baskets, qu'à chaque fois que je savais qu'il me mentait par rapport aux pièces du dossier que je connaissais, il tapait du pied comme ça 4-5 fois, très très rapidement. Du coup, à la deuxième journée d'entretien, j'ai éloigné les chaises de la table, si bien que j'avais la vue entière sur ses pieds. Et du coup, à chaque fois qu'il commençait à taper du pied et qu'il se montrait arrogant comme pouvait l'être Gérard Schaeffer, je lui disais « Écoute, maintenant, tu arrêtes de me mentir. Je vois dans ton regard que tu es en train de me mentir. » Je voyais rien du tout. Je voyais ses pieds. Mais alors, du coup, il était complètement déstabilisé parce qu'il se disait « Merde, comment il fait pour savoir que je mens ?» Et du coup, je reprenais le dessus pendant à peu près 1h30 à 2 heures dans cet entretien. Donc, ça a été quelque chose qui m'a été extrêmement utile. Donc, il y a comme ça des petits trucs que je vais utiliser à certains moments, mais qui sont quelquefois totalement intuitifs.